Donc je vais vous parler intelligence artificielle pendant 20 minutes. Je vous demanderai de faire attention au titre de ma conférence parce que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà. On m'a dit que c'était de l'IA et des télécoms, alors je me suis dit que j'allais faire un titre dans le thème. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, on en entend parler partout. On en entend parler avec ChatGPT, mais ça fait des années que vous en entendez tous parler. Et vous avez tous vu des films dans lesquels on voit un petit peu ce que les IA peuvent faire. Donc vous avez Matrix, où les robots ont décidé de dominer le monde et de mettre les hommes en esclavage. Ce n'est pas le seul film du style, hein, il y en a plein d'autres, iRobot, Terminator et autres. Vous avez Her qui est un peu plus optimiste, où on se sert de l'IA pour aider quelqu'un qui était un peu déprimé et qui tombe amoureux de l'assistant de son téléphone. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est un très bon film. Donc où est-ce qu'on est en fait entre ces deux extrêmes? Est-ce qu'il faut être positif? Est-ce qu'il faut être négatif envers l'IA? C'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu ensemble cet après-midi en 20 minutes, donc en un temps assez court. Et personnellement, ça fait un petit moment que je suis dans le monde de l'IA, ça fait 20 ans maintenant, cette année, déjà. J'ai découvert l'IA il y a 20 ans, j'ai fait un doctorat dans le sujet, et quand je suis sortie de ma thèse, et je suis allée voir les entreprises pour leur dire « Bonjour, je fais de l'intelligence artificielle, j'aimerais en faire chez vous », ils m'ont tous répondu la même chose. « Mais l'IA, ça ne marchera jamais. Ça n'a aucun intérêt. » Et puis finalement, je suis là toujours, toujours dans l'IA, et je suis là aujourd'hui. Donc j'ai vu les changements, j'ai vu pas mal de choses se passer. En 20 ans, ça a à peu près tout changé. Faut dire ce qu'il y a, hein. Ce que je faisais quand j'étais en thèse n'a absolument rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui, heureusement, quelque part. Donc le chemin a été long, mais le chemin, il s'est fait. Et aujourd'hui, on peut parler d'IA et toutes les entreprises parlent d'intelligence artificielle. Maintenant, c'est devenu quelque chose qui se fait absolument partout. Mais alors, l'IA, c'est quoi? Alors, Jamy, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est l'animateur de C'est pas sorcier. Et donc, du coup, son collègue lui demandait toujours « Dis, Jamy, comment on fait ça ?» Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas Jamy, je vous invite à le découvrir. Il est sur LinkedIn, d'ailleurs, et il publie régulièrement encore des vidéos. Donc voilà. Donc, l'IA, c'est quoi? Alors, je n'aurai pas Jamy avec moi. L'IA, c'est pas ça. Parce que ça, vous l'avez vu dans les films. Donc, non, l'IA, ce n'est pas des robots tueurs. Déjà, l'IA, ce n'est pas des robots. Souvent, on associe l'intelligence artificielle à la robotique. C'est faux. La majorité de la robotique n'a pas d'IA. Et la majorité des applications de l'IA ne concernent pas la robotique. Donc, c'est vraiment deux sujets qui n'ont rien à voir. De plus, tout ce qui est IA forte, c'est-à-dire des modèles d'intelligence artificielle qui ont conscience d'eux-mêmes, qui peuvent évoluer, qui peuvent auto-apprendre par eux-mêmes des tonnes de choses, se développer, ressentir des émotions et tout ça, ça n'existe pas. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que l'IA forte n'existera jamais. Donc, ce qu'on fait, ça s'appelle de l'IA faible. Et l'IA faible, n'empêche, ça résout plein de problèmes que vous pourriez avoir. Donc, ça peut vous aider. Donc, tant mieux. C'est pas grave si on ne fait pas d'IA forte. Et personnellement, ça ne me manque pas du tout, l'IA forte. Alors, peut-être que j'aurai tort. Peut-être que je le verrai avant ma mort. Mais personnellement, j'y crois pas. L'intelligence artificielle, c'est un domaine. C'est un domaine de recherche qui prend ses racines dans plein d'autres disciplines. Les maths, la physique, la biologie, l'informatique, les statistiques en particulier pour les maths. Et puis à partir de là, il y a des branches. Alors les branches, il y en a plein de différentes. On entend tous actuellement parler d'une branche qui s'appelle le machine learning. Mais le machine learning, ce n'est pas la seule branche. C'est juste celle dont on fait le plus de buzz actuellement. Mais il y en avait plein d'autres avant, il y en aura plein d'autres après, il y en a plein qui marchent encore très bien aujourd'hui. Donc il faut aussi, quand on fait de l'intelligence artificielle, choisir la bonne branche par rapport à votre besoin. Donc le machine learning, ce n'est pas tout. Le machine learning, c'est l'apprentissage à partir d'exemples, mais il y a aussi les systèmes experts. Les systèmes experts n'ont pas besoin de data. Les fameuses data dont on vous parle tout le temps en vous disant que vous avez besoin de plein de data pour faire de l'IA. Non, vous avez besoin de plein de data pour faire du machine learning, et encore, ça dépend. Mais en tout cas, si vous faites des systèmes experts, vous n'avez pas besoin de data, vous avez besoin d'experts humains. D'experts humains qui vont être interviewés pour créer des règles, des faits, des bases de connaissances sur lesquelles des systèmes pourront se baser. Vous avez dans le machine learning une autre petite branche du machine learning qui est le deep learning. Donc c'est une branche de la branche du tronc. Et le deep learning, c'est tout ce qui est réseau de neurones profonds et c'est tout ce qui fait le buzz actuellement. ChatGPT,
Stable Diffusion, Midjourney et ainsi de suite, c'est du deep learning. Mais c'est vraiment qu'une toute petite partie de l'IA, donc il ne faut pas se limiter à ça. Et il faut voir que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus ancien, avec plein de choses qui fonctionnent très très bien. Alors, on va faire un petit jeu. C'est que j'aurais pu vous expliquer comment fonctionne le machine learning avec un schéma un peu chiant de voilà les étapes. À la place, c'est vous qui allez être les systèmes de machine learning et je vais vous entraîner. Donc, je vais vous entraîner à savoir ce qu'est Amtai. Donc, Amtai, je suppose, ça ne vous parle pas tellement. En plus, vous ne connaissez pas forcément cet alphabet-là. C'est du mongol. Donc, en fait, vous allez simplement apprendre est-ce que c'est Amtai ou pas et je vais vous demander de participer. Donc, vous allez devoir dire à chaque image que je vous montre est-ce que c'est Amtai avec un pouce vers le haut ou est-ce que c'est pas Amtai avec un pouce vers le bas. Alors, à votre avis, la vache que je vous montre là, est-ce que ça, c'est Amtai? Allez-y. De toute façon, vous avez une chance sur deux, là, on est d'accord. Hein. Ok, grosso modo, la plupart des gens ont dit, la majorité, à vue de nez, a dit oui. Bravo. Vous n'aviez pas beaucoup d'indices, mais c'est oui. Ok, maintenant, je vous montre un deuxième. Ça, c'est Amtai ou ça ne l'est pas? Alors, il y en a qui ont utilisé la psychologie pour dire que sûrement, si j'avais mis un exemple oui d'abord, j'avais sûrement mis un exemple non après. Bravo à eux, ils ont raison. Ce n'est pas Amtai. Là, maintenant, vous commencez à chercher des liens statistiques entre les deux pour savoir qu'est-ce qui peut être Amtai, qu'est-ce qui peut ne pas l'être. Ça, c'est Amtai ou ça ne l'est pas? Alors, vous dites plutôt non. Effectivement, ce n'est pas Amtai. Ceci, c'est Amtai ou ça ne l'est pas? Ah, j'ai pas mal de oui. Bravo, c'est Amtai. Là, vous vous dites, ça y est, on commence à comprendre à peu près. Ça, c'est Amtai ou ça ne l'est pas? Alors, vous me dites oui. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas du tout Amtai. Pas du tout, du tout. Mais alors, vraiment pas. Hein. Ça, c'est Amtai ou ça ne l'est pas? Oui? Alors, il y a beaucoup de oui de là et beaucoup de non par là-bas. Je ne sais pas, il y a des clans qui se sont créés. C'est pas Amtai non plus du tout. Et ça, c'est Amtai ou ça ne l'est pas? Il y a de l'hésitation dans l'air. Hein. Alors ça, je peux vous assurer que c'est très, très Amtai. Ça, c'est Amtai ou ça ne l'est pas? C'est Amtai. C'est Amtai. Ça devient compliqué, mais il y en a qui commencent à avoir trouvé le truc, je pense. Ça, c'est Amtai ou ça ne l'est pas? Majorité non, vous avez raison, ce n'est pas Amtai du tout, je ne vous le conseillerais pas du tout. Et ça, est-ce que c'est Amtai ou est-ce que ça ne l'est pas? Vous pensez tous que c'est Amtai à peu près, bravo, vous avez tous faux. Voilà comment vont fonctionner des systèmes d'IA. En fait, je ne vous aurais pas mis les petits pois. Vous auriez trouvé ce qu'était Amtai ou pas? Oubliez les petits pois, qui est un exemple un peu particulier, qui est un cas particulier, comme on a dans tous les systèmes d'IA. Et réfléchissez sur le reste, qu'est-ce qui est Amtai ou pas? Et Amtai, donc c'est un mot en mongolais, comme je vous ai dit, c'est du mongol des steppes, tout simplement. Je vais bientôt partir là-bas, donc je commence à apprendre le vocabulaire de base. Et Amtai, ça veut dire délicieux. C'est exactement ça qu'on demande à un système. On ne lui demande pas de comprendre Amtai, ce que ça veut dire. Quand vous faites un système qui définit si c'est un chat ou un chien, il ne comprend pas ce qu'est un chat ou un chien. Vous allez juste lui donner des tonnes d'exemples et au fur et à mesure, il va construire sa propre représentation de ce que signifient les catégories en faisant des statistiques. Alors, il s'avère que je déteste les petits pois. Donc, c'est le seul légume que je ne mange pas, c'est le petit pois. Voilà. Donc c'était le seul piège qu'il y avait dedans, mais effectivement, je ne suis pas végétarienne, donc désolée pour la vache. Les cuisses de grenouille, j'aime bien ça aussi. Je suis très sucre, j'adore les gâteaux, et je mange des pommes parce que 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Voilà. Donc voilà comment fonctionne un système de machine learning. Vous le faites ça sur, bien sûr, pas 12 exemples, mais vous le faites sur des milliards d'exemples, des millions, voire des milliards d'exemples. Et au bout d'un moment, votre système, il va avoir compris statistiquement s'il faut répondre oui ou non. Et puis, il est plus ou moins sûr, comme vous étiez plus ou moins sûr. C'est-à-dire que généralement, il ne dit pas juste oui ou non, il dit une probabilité.
Je dis oui à 80%, je dis oui à 60%, je dis oui à 52%, je dis oui à 0%, donc c'est-à-dire que je suis sûre que c'est non, et ainsi de suite. Mais il y a un mais. L'IA, ça marche bien dans plein de cas, mais il y a quand même quelques petits points d'attention sur lesquels il faut un petit peu s'attarder. Alors, je vous présente mon papa. C'est un bricoleur, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on était en train de construire une cabane pour ma fille, qui a 7 ans. Donc j'ai fait les plans, et puis avec mon père, on a monté la cabane. Et donc mon père adore bricoler. Moi aussi, il m'a appris depuis que je suis toute petite à bricoler. Sauf que mon père a un gros défaut. C'est qu'il adore sa meuleuse. Mais il adore tellement sa meuleuse qu'il s'en sert pour tout. Il s'en sert pour couper, il s'en sert pour poncer, il s'en sert pour absolument tout ce qu'il peut faire en bricolage. S'il trouve un moyen d'utiliser sa meuleuse, il utilisera sa meuleuse. Est-ce que c'est vraiment l'outil le plus adapté ? Franchement, j'ai un doute. En plus, je trouve que c'est un outil super dangereux, difficile à manier, parce que si vous mettez un doigt au milieu, vous n'avez plus de doigt. Ça peut vite râper sur n'importe quoi. Et donc là, à la place de simplement finir le côté droit, avec un petit coup de ponceuse, avec un petit grain, un 80 ou quelque chose comme ça, il a décidé d'y aller à la meuleuse. Ça marche, mais c'est pas fait pour. En fait, l'IA, c'est pareil. Il y a même, alors pas mon papa, mais Abraham Maslow, celui de la pyramide, qui est un peu plus connu pour le coup, qui a fait une loi de ça, qui s'appelle la loi de l'instrument, qui dit qu'il est tentant, si le seul outil dont vous disposez est un marteau, de tout traiter comme s'il s'agissait d'un clou. Là, ça va être pareil. Vous avez un outil à votre disposition qui est l'intelligence artificielle. Mais c'est qu'un outil. Vous en avez plein d'autres. N'oubliez pas le reste de votre trousse à outils. Ne mettez pas de la meuleuse partout. Si vous pouvez utiliser une ponceuse, une perceuse, une visseuse, une scie sauteuse, et plein d'autres trucs qui finissent en euse apparemment, utilisez-les. N'utilisez la meuleuse que quand vous n'avez pas le choix et que c'est l'outil le plus adapté. Utilisez l'IA quand vous n'avez pas le choix et que c'est l'outil le plus adapté. Globalement, par expérience, à chaque fois que vous avez le choix entre deux technos dont une est l'IA, l'IA fonctionnera moins bien. Donc utilisez l'autre. Par contre, quand vous n'avez pas le choix et qu'il n'y avait rien d'autre qui permettait de faire ça, là, vous pouvez utiliser de l'intelligence artificielle. Et là, ça prend toute sa valeur. L'intelligence artificielle, c'est l'outil de dernier recours quand vous n'avez pas d'autre choix, parce que vous n'avez pas d'autre moyen de faire les choses, et que vous devez quand même essayer d'avancer pour optimiser ce que vous êtes en train de faire, ou pour faire... à vous de voir ce que optimiser signifie dans votre cas. Et là, l'intelligence artificielle pourra vous apporter une solution. Mais ce n'est pas le premier choix. Ne soyez pas comme mon papa. Il y a autre chose aussi qui se passe en IA. Alors ça, c'est un banc que j'ai trouvé en Italie. Alors je vais essayer de vous lire ce qui est dessus, mais malheureusement, je n'aurai pas un très bon accent italien parce que mes mains sont prises. Donc je ne peux pas... Voilà. Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Ce qui signifie, pour ceux qui ne parlent pas italien, c'est-à-dire moi je ne parle pas italien du tout, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Là encore, en IA, il y a des risques. Il y a des risques que ça ne marche pas. Il y a des risques que ça marche tellement pas que ça en fasse un bad buzz. En particulier, si vos applications elles ont tendance à avoir des biais discriminants, par exemple. Et là, vous allez faire beaucoup de bruit. Ça va faire tellement de bruit que ça peut avoir des conséquences très négatives sur votre entreprise. Donc faites attention, il vaut mieux être la forêt qui pousse en silence, quitte à pas faire le buzz, qu'à faire le buzz pour des mauvaises raisons. Et la plupart du temps, pour faire bien un projet, ça va demander un peu de temps, ça va demander de l'énergie, ça va demander de réfléchir à ce qu'on fait, à se poser, à suivre des étapes. Et on n'est pas des cow-boys où on fonce n'importe comment et on fait, allez, on sort vite un truc rapidement parce qu'il faut le sortir vite. Cette semaine, il y a eu une lettre ouverte, j'ai vu ça hier, sur des personnes qui travaillent dans des sociétés d'IA qui ont fait donc une lettre ouverte contre la réglementation européenne qui arrive, en disant que ça allait les empêcher de travailler et que ça allait tuer toute innovation en Europe. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur le texte de loi, que j'analyse chacune des versions. La dernière version amendée fait 650 pages. Je vous assure, c'est pas drôle à lire.
Sauf si vous êtes un insomniaque et que vous avez besoin de trouver un moyen de dormir très vite, parce que là, vous allez très vite vous endormir. Et je n'ai absolument rien vu dedans qui pouvait limiter l'innovation des entreprises qui travaillent correctement. Oui, ça va empêcher les cow-boys, ça va les empêcher de faire n'importe quoi, n'importe comment, juste pour sortir le produit plus vite. Ça va les obliger à avoir des procédures, à analyser les risques, à analyser les discriminations et le biais dans les modèles. Est-ce que c'est mal? Perso, je ne pense pas. Et en plus, dans le cadre de la recherche et développement, il y a des exceptions qui sont prévues dans le texte de loi avec un environnement de sandbox pour que ces applications elles puissent avoir lieu sans avoir toutes les contraintes. Donc ne soyez pas l'arbre qui tombe, soyez la forêt qui pousse. Faites les choses bien. Certes, ça vous demandera de l'énergie, certes, ça vous apportera peut-être pas un buzz marketing énorme, mais au moins vous aurez bien fait les choses. Le texte de la Commission européenne, je viens de vous en parler, il demande à ce que les applications elles aient potentiellement des labels CE. Ce texte, il a été voté le 14 juin. Donc, il a été voté au 14 juin. Actuellement, il passe dans une dernière phase de discussion avec les États membres de l'Union européenne pour faire les dernières modifications, les derniers amendements, pour avoir le texte final. Donc là, il fait 650 pages en l'état, mais il va être réduit parce que les amendements vont être intégrés ou pas, et ainsi de suite. Et à la fin, il fera à peu près 120 pages, quelque chose dans ces eaux-là, ce qui est déjà pas mal pour une réglementation européenne. Et cette réglementation européenne, je vais vous la résumer en un slide. Alors évidemment, vous vous doutez que je ne pourrais pas tout mettre dedans parce que 650 pages, c'est un peu compliqué. Donc en fait, pour faire simple, c'est comme un feu rouge. Vous avez en haut le feu rouge. Le feu rouge, ça veut dire... Personne n'a le permis ici? Ah, il y en a un qui a son permis. Bravo. Le feu rouge, ça veut dire stop, on s'arrête. Et bien c'est exactement pareil. Il y a des applications qui ont été définies avec un risque inacceptable. Elles sont interdites. Point. Vous ne les faites pas. On n'en parle plus. La liste est définie. Il y a une liste exactement d'applications qui est définie en annexe qui vous dit tout ce que vous n'avez pas le droit de faire. C'est l'annexe 1, c'est la première des annexes de ce texte de loi qui vous dit tout ce qui est interdit. Par exemple, un truc que personne n'aurait eu l'idée de faire dans aucun pays du monde, filmer les gens dans l'espace public, évaluer leur comportement, leur donner des notes en fonction de son comportement et en fonction de ça, leur donner un score social. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça dedans, mais bon. Idée bizarre. Ensuite, vous avez le feu orange. Feu orange, qu'est-ce qu'on fait? On freine. Ah, finalement, il y en a d'autres qui se rappellent qu'on passait le code. On freine, exactement. Le risque orange, c'est le risque élevé. Le risque élevé, ça veut dire que ça a une conséquence sur les humains. Donc, il y a 2 annexes qui définissent ça, qui définissent tous les cas qui rentrent dans ce risque élevé, soit parce que vous travaillez sur une pièce de sécurité d'un système plus grand qui est lui-même soumis à des normes européennes, c'est l'annexe 2, soit parce que ça concerne directement la vie des humains, c'est l'annexe 3, donc la vie des humains, c'est la formation, l'accès au système bancaire, la justice, l'éducation, la santé, tous ces domaines-là, en fait, tout ça, ça va rentrer dans le risque élevé. Donc là, on freine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la documentation, il faut faire des analyses, il faut vérifier que ce que vous avez fait est bien fait. Et si c'est bien fait, vous allez pouvoir le fournir à une instance qui va pouvoir le labelliser en disant « Ok, vous avez bien fait tous les documents qui ont été demandés, on vous le valide ». Et ensuite, vous avez le feu vert. Le feu vert, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on n'accélère pas normalement. On garde la même vitesse. On y va en tout cas. Ou le risque limité, vous regardez juste un petit coup rapidement. C'est en fait tous les autres cas d'usage. Vous allez juste devoir indiquer que vous utilisez de l'IA. Donc, ce n'est pas très compliqué, vous avez juste à l'indiquer. Vous avez utilisé une image qui a été faite par IA, vous indiquez qu'elle a été faite par IA. Vous avez un texte qui est généré par IA, vous indiquez qu'il a été généré par l'IA. Point. Ça ne va pas plus loin et c'est pour toutes les autres applications. Si vous faites une application qui recherche des défauts sur une chaîne de fabrication, vous serez sûrement en risque limité. 0 conséquence pour vous, ça ne va pas tellement vous ralentir. Et nous, on fait quoi? Alors nous, c'était vous qui me posez la question, parce que ce n'est pas moi pour le coup.
Vous pouvez faire plein de choses. Alors bien évidemment, vous pouvez utiliser toutes les IA génératives dont on parle actuellement. Donc là, il y a ChatGPT et DALL-E, qui sont tous les deux d'OpenAI. Alors bien évidemment, je vous rappelle qu'il ne faut pas mettre de données personnelles dans ces systèmes, parce que les données personnelles s'en vont chez OpenAI, et que vous ne savez pas à quoi elles seront utilisées plus tard. Et si elles sont mises dans le corpus d'entraînement, vous ne pourrez plus les enlever du modèle, et n'importe qui interrogera le modèle pourrait les retrouver plus tard. Donc, on ne met pas de données personnelles là-dedans. Mais vous pouvez vous en servir. Alors, pas forcément de ChatGPT, mais vous pouvez vous servir de ça ou de tous les outils basés sur ce genre de choses pour avoir des idées. Par exemple, vous faites une conférence devant des gens dans le télécom et vous n'avez pas de titre. Vous n'arrivez pas à trouver un titre. Vous demandez à ChatGPT. Le titre que je vous avais dit au début de regarder, en fait, c'est ChatGPT qui me l'a proposé. Alors, il n'est pas forcément très bon, son titre, c'est à vous de le juger. Mais en tout cas, ce n'est pas un titre que j'ai créé moi, c'est un titre que ChatGPT a fait. DALL-E, vous pouvez lui demander de faire les images. Toutes les images de cette conférence ont été créées par DALL-E, à l'exception des 2 affiches de film, qui étaient les affiches de film, et de la photo de Jamie, qui était la photo LinkedIn de Jamie. Mais sinon, toutes les autres images ont été créées par intelligence artificielle. Il n'y a pas de copyright dessus. L'avantage, c'est que je suis sûre que personne ne me dira que je n'avais pas le droit d'utiliser ces images-là. Et j'ai exactement ce que je veux. Vous pouvez aussi vous en servir dans d'autres applications qui vont être très spécifiques, par exemple la relation client. Donc la relation client, c'est ce qui vous permettra, donc vous allez en reparler en table ronde, d'adapter le discours à la personne que vous avez en face, voire de lui répondre automatiquement pour certaines choses faciles et pour éviter de surcharger un service client avec des demandes qui sont assez classiques à traiter et qui peuvent être traitées d'une manière à peu près automatique. Vous avez la détection des fraudes. Vous êtes tous plus ou moins concernés potentiellement par des fraudes. Vous pouvez détecter des fraudeurs grâce à l'intelligence artificielle qui va regrouper un peu les comportements de vos utilisateurs en catégories et dire que quand quelqu'un sort des catégories classiques, soit c'est un comportement normal mais particulier, soit c'est un comportement frauduleux et vous pouvez à ce moment-là détecter des fraudes de cette façon. La gestion de la bande passante. Vous pouvez faire des systèmes qui peuvent optimiser à peu près n'importe quelle quantité limitée d'espace à passer, que vous soyez des fabricants de routes et qui doivent gérer comment on fait le nombre de voies et tout ça pour gérer le flux de véhicules, que vous soyez un constructeur de bâtiments où vous devez gérer des flux de personnes, ou que vous soyez dans les télécoms et que vous devez gérer des flux de paquets, vous pouvez utiliser l'IA pour optimiser cette gestion-là et l'adapter en temps réel potentiellement, surtout dans le numérique, à ce qui se passe en fonction de ce qui a lieu autour de là où vous êtes et ainsi de suite. Là, par exemple, il y a une coupure de courant dans l'ouest parisien, donc il n'y a plus d'électricité. Le réseau électrique, heureusement, il est maillé et fait en temps réel, ce qui veut dire qu'il y a quand même de l'électricité dans le reste de Paris. C'est pour ça qu'on est là pour le moment. La couverture réseau et la qualité de service, là encore, vous pouvez arriver à avoir des choses qui s'adaptent, qui permettent d'adapter aux besoins en temps réel ou en quasi-temps réel les besoins de vos utilisateurs par rapport à la structure que vous avez mise en place et aux infrastructures que vous mettez en place. Vous pouvez aussi avoir des systèmes qui vous permettent d'optimiser là où vous allez poser des antennes, là où vous allez poser des répétiteurs ou ce genre de choses par rapport aux usages qu'il y a dans le terrain. Et plutôt que de faire des analyses assez longues, l'IA peut vous aider. Ça ne veut pas dire qu'il vous fournira une super réponse, mais déjà, il peut vous faire gagner beaucoup de temps. Donc voilà, donc il y a plein de choses que vous pouvez faire. Comment on se lance ? Ça va être rapide. Déjà, trouvez là où vous pourriez gagner quelque chose. Est-ce que vous avez des tâches qui vous prennent du temps, qui sont longues, qui sont répétitives, qui sont un peu chiantes, que vous pourriez donner à un stagiaire et qui n'ont pas une grosse valeur ajoutée dans votre métier ? C'est par là qu'il faut commencer. Ensuite, il faut analyser ces tâches. Est-ce que c'est automatisable ? Est-ce que c'est de l'IA qu'il faut ou pas ? Si oui, ok, on va pouvoir y aller. Qu'est-ce qu'on estime qu'on va gagner ? Combien ça va nous coûter à mettre en place ? Ensuite, vous mettez une équipe en place pour le faire, ou vous trouvez un prestataire pour le faire. À vous de voir, ça dépend. Mais vous trouvez en tout cas la bonne équipe pour faire votre projet et poursuivre votre projet. Et peut-être qu'il va vous falloir des datas si vous faites du machine learning. Mais là, ce n'est pas sûr. Comme je vous ai dit, il n'y a pas que le machine learning dans la vie. Donc, le machine learning, ça représente actuellement 95% des projets. Mais peut-être que votre projet tombe dans les 5% où il n'y aura pas besoin de data et vous pourrez quand même vous en servir. Si vous avez besoin de data, il faudra que les data soient de qualité. Parce que des data de mauvaise qualité, ça ne servira pas. Et pour conclure, l'IA, c'est un outil.
c'est une meuleuse. À vous de vous en servir bien. Et donc, ne faites pas comme mon père, ne faites pas tout à la meuleuse, s'il vous plaît. Merci.